Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, je vais traiter d'un sujet qui nous amène à parler de la vie quotidienne. C'est quelque chose que nous rencontrons en permanence, tout au long de notre vie et du matin jusqu'au soir. On est confrontés tous, autant que nous sommes, à des situations qui nous dérangent. Pas constamment, mais des situations d'ailleurs qui des fois nous dérangent et qui continuent à nous déranger et nous vivons avec. Mais là, je vais voir avec vous en quelque sorte la manière dont l'être humain fonctionne habituellement. Il y a une formule d'ailleurs que certaines personnes utilisent, et ça va vous rappeler peut-être quelqu'un, le quoi qu'il en coûte. C'est-à-dire que l'être humain, confronté à des situations, quelles qu'elles soient, ne veulent pas souffrir quoi qu'il en coûte. Donc, ne plus souffrir quoi qu'il en coûte. Alors, évidemment, on peut comprendre que l'on cherche à supprimer la douleur. Mais comme je le dis à maintes reprises au cours de mes formations, la souffrance est un signal avant tout. La souffrance est un signal et malheureusement, la quasi-totalité des êtres humains, eh bien, face à la souffrance, soit cherchent à la supprimer, en tout cas d'une manière ou d'une autre, soit en agissant sur l'extérieur, ou soit en finalement en renonçant, ou en échappant à la situation. Mais globalement, nous nous trouvons toujours en face donc de situations où on trouve deux styles de comportement. Il y a deux groupes d'individus, de personnes dans la société. Vous avez ceux qui, face donc à un obstacle, face finalement à une difficulté, pour ne plus souffrir, vont chercher donc à éliminer la souffrance. Alors ils le font de diverses manières. Certains vont bien sûr prendre un somnifère, d'autres vont prendre quelques calmants, d'autres vont chercher à se distraire, si c'est un problème psychologique, enfin une situation gênante par exemple. Et donc ils vont essayer d'utiliser même des moyens, pourquoi pas, même de massage, de relaxation, pourquoi pas. Et même d'autres, peut-être un peu plus évolués, vont utiliser la méditation, par exemple. En tout cas, utiliser les méthodes, quelles qu'elles soient, pour arriver donc à ne plus souffrir. Et pour ne plus souffrir, évidemment, ce premier groupe adopte toujours des situations que j'estime être des situations de fuite. C'est-à-dire, face à des situations qui nous dérangent, eh bien nous allons donc quelque peu mettre de côté nos valeurs, nos croyances, de manière à finalement ne pas rentrer dans le conflit. Car pourquoi sommes-nous dérangés par ce qui se passe à l'extérieur, ou même dans notre corps? C'est parce que nous avons donc un mode de fonctionnement, nous avons des croyances, nous avons un système de valeurs qui fait notre personnalité, et donc face finalement donc à notre mode de fonctionnement, nous nous trouvons donc choqués par finalement cette situation extérieure ou cette situation tout court matérielle, que ce soit dans notre corps physique ou que ce soit à l'extérieur, cette situation matérielle qui finalement ne correspond pas à ce que nous considérons comme normal. Et donc là, nous avons le choix. Soit on cherche à modifier ce qui se passe à l'extérieur, mais là, le groupe que nous sommes en train d'étudier ne cherche pas à changer ce qui se passe à l'extérieur, cherche avant tout donc à en effet supprimer de la douleur et non pas ce qui se passe à l'extérieur. Ne cherche pas donc à lutter contre finalement les événements ou les situations qui sont en train de se dérouler à l'extérieur,
ou par exemple les problèmes de santé qu'ils peuvent avoir, hein, donc physiques, donc internes au corps. Hein. Donc ils cherchent avant tout donc, à se soulager de la douleur donc, par des médicaments. Les Français d'ailleurs sont très friands de médicaments, vous le savez. La consommation de médicaments et d'anxiolytiques, de produits pour soulager la douleur est très importante en France en particulier. Donc, et entre autres aussi les drogues, les diverses drogues que l'on peut avoir à consommer. Hein. Donc, peu importe à la limite le type de drogue, je dirais même si c'est simplement de l'alcool, même si c'est en tout cas un moyen quelconque, chimique, biologique, enfin peu importe, ou comportemental, qui va permettre donc de prendre la distance par rapport à la situation et se détacher en quelque sorte donc de cette situation gênante de manière à ne plus souffrir. Les alcooliques, les personnes dépendantes, justement, sont dans cette manière de se comporter. C'est-à-dire qu'ils cherchent avant tout à éviter à tout prix la souffrance. Et pour cela, ils vont se donner des plaisirs, même des fois éphémères, en tout cas dans le but de se soulager de la souffrance. N'oublions pas que la souffrance est avant tout un signal. Donc, vouloir supprimer ou se dégager de la souffrance de cette manière-là est extrêmement dangereux. Dangereux pour la santé, dangereux aussi pour la situation qui va se produire dans la vie. C'est-à-dire que s'il y a véritablement un obstacle, s'il y a quelque chose qui peut être un danger, il est important de traiter le danger, donc de l'affronter, donc de prendre des décisions, d'agir, de se soigner tout simplement, par exemple si c'est le corps physique, ou d'avoir une action sur l'environnement, la société, de manière à ce que en effet, donc, les situations gênantes ne prennent pas de proportions telles qu'on se trouve vraiment encore plus en difficulté. Actuellement, je dirais, la France, enfin les Français, et je dirais le monde entier, se trouvent confrontés à des situations qui amènent la plupart donc des êtres humains donc, qui peuplent le monde, donc à vouloir à tout prix se dégager de la souffrance. Alors ça peut être très bien en effet un problème vis-à-vis donc de quelque chose qui peut nuire à la santé, mais ça peut être aussi des attitudes de la part des gouvernants, de la part donc de l'environnement, des situations qui contraignent, qui gênent, qui perturbent. Donc peu importe à la rigueur de savoir si finalement ces contraintes sont justifiées ou pas. Ça peut très bien être en effet, je dirais, une menace donc virale, oui, bon, ou ça peut être simplement une manière de se comporter de la part des gouvernants pour pouvoir contraindre, manipuler, voilà. Mais à la rigueur, ne rentrons pas dans ce genre, enfin, c'est pas l'objet donc de cette vidéo. Je cherche avant tout à vous faire comprendre que la manière de se comporter donc des êtres humains est de deux sortes. Nous sommes en train d'étudier la première sorte. Et en effet, ces personnes-là, confrontées donc à un comportement qui restreignent des libertés ou qui restreignent je dirais, le plaisir de vivre comme dans le passé, hein, ou faire peur au point donc de se retrouver donc avec donc des comportements donc de stress, voilà, tout cela consiste à des situations qui perturbent. Donc nous avons une souffrance qui est due soit à un virus, soit à des comportements des autorités, ou en tout cas de l'environnement, du voisin, de la voisine, peu importe, en tout cas, voilà, en tout cas, on se trouve confronté à des situations qui nous gênent par rapport à ce qu'on a l'habitude de connaître, et ce premier groupe que je suis en train d'étudier font tout pour supprimer la douleur, supprimer la souffrance. Et pour cela, ils vont essayer donc de composer avec l'extérieur,
de manière à ce que, finalement, évidemment, bon, ils vont peut-être se faire vacciner, ils vont peut-être prendre des médicaments, ils vont peut-être agir de telle manière à ce que on ne les, ils soient bien conformes finalement à ce que l'on demande à l'extérieur, et donc ils vont grosso modo se comporter dans une sorte de soumission. D'accord ? Et c'est vrai que dans un premier temps, cette soumission peut les soulager. Parce qu'en effet, si on se contente de dire oui et de ne pas résister donc à quelqu'un qui nous perturbe, momentanément, on peut avoir une paix artificielle qui consiste finalement donc à accepter tout et n'importe quoi. Comme je disais, ne plus souffrir quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte, ça peut être en effet au point d'arriver à faire un burn-out au travail, au point donc de se retrouver avec des problèmes de santé dus au fait qu'on a accepté donc de se comporter comme les autres nous demandent de nous comporter. Voilà, donc en quelque sorte, cette première manière de se comporter consiste à finalement subir, quoi qu'on en dise, et même à la limite si cette personne utilise des moyens très connus en développement personnel, par exemple de détendre, de se relaxer, de prendre de la distance par rapport donc aux situations, ça va en effet supprimer ou en tout cas diminuer la souffrance, mais ça ne réglera pas le problème, parce que n'oublions pas que la souffrance est un signal de danger. Donc il est très important d'analyser, d'étudier, de comprendre exactement la situation, voir, vérifier la réalité, avoir des preuves, vérifier finalement si les informations qu'on nous donne sont bonnes, si elles sont valables, qui nous donne ces informations, si cette personne, peu importe que ce soit le voisin, la voisine, ou ça peut être aussi un média quelconque, enfin peu importe, si cette personne nous a menti une fois, on pourrait peut-être commencer à douter. Or, on s'aperçoit que sous la pression de la peur, la plupart des êtres humains, eh bien, acceptent les choses et se soumettent. Ils se soumettent, mais je dirais même mieux, ils ont tendance à essayer de faire clan avec ceux qui veulent changer la manière de se comporter dans la société, et ils font ça de telle manière à ne pas avoir de soucis, ne pas s'opposer au groupe, ne pas s'opposer finalement au pouvoir, ne pas s'opposer finalement à la pensée dominante, ne pas s'opposer, ça permet malgré tout, surtout en plus, sinon on fait corps, si on fait clan avec le groupe dominant, momentanément, ça évite de se trouver confronté, de se trouver avec des contraventions, de se trouver finalement avec des affrontements, avec des personnes qui vont finalement être contrariées, que nous ne sommes pas d'accord avec eux, et ainsi de suite. Bon, donc, le fait donc d'agir ainsi, momentanément, ça soulage. Et le fait même de prendre du recul, même par des méditations, quelque part, c'est une bonne chose, mais ça ne suffit pas. Le problème, c'est que la plupart des personnes, même parmi ceux qui utilisent des techniques de développement personnel, prennent du recul, mais ils prennent du recul pour se mettre dans des bulles. Et pour se mettre dans des bulles, et finalement, en quelque sorte, un peu s'isoler du monde. Bon, quelque part, en attendant que ça se passe. Et que d'autres, peut-être, résolvent le problème. Et oui, parce que finalement, quand on regarde cette manière de se comporter de ce premier groupe, on s'aperçoit que finalement, c'est une attitude qui est très individualiste et qui est à l'opposé donc de l'altruisme, et qui est une manière de se comporter assez égoïste, assez égocentriste. Et donc, on s'occupe de soi, de son petit bien-être. On supprime la souffrance en s'arrangeant avec la réalité, en collaborant,
on va dire ça, oui, en collaborant avec la réalité. Finalement, le mot m'échappe, mais finalement, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et donc, on s'aperçoit que même des personnes qui pourtant, en prenant du recul, devraient pouvoir, je dirais, malgré tout agir sur la réalité, et bien ces personnes-là se contentent de vivre correctement dans leur bulle. Cela dit, ils n'ont pas attendu, la plupart de ces personnes-là n'ont pas attendu donc la crise que nous vivons depuis plus d'1 an maintenant pour vivre dans leur bulle. Hein, une bulle positive, une bulle donc peu importe d'amour, en tout cas de tranquillité, de sérénité, pour finalement supporter la vie et vivre agréablement avec grosso modo la plupart des personnes. Voilà. Mais cette attitude est bien sûr typiquement, je dirais, une attitude qui consiste un peu à faire l'autruche, en quelque sorte. Hein, car les problèmes extérieurs, les difficultés sont toujours là. Hein. Alors bien sûr, quelque part, je présume que ces personnes-là espèrent et attendent que d'autres prendront des dispositions, agiront au point peut-être de perdre leur vie, ou en tout cas de se trouver en difficulté, pour essayer de changer ou de modifier les choses. Mais en agissant ainsi, évidemment, ils permettent donc à ce que finalement les autres continuent donc à se comporter de la même manière. Vous savez, c'est la même chose qui se produit dans les couples. Hein, quand l'un des deux partenaires dans un couple peut très bien, en effet, se comporter d'une manière égoïste, de manière autoritaire, de manière en manipulant et en dominant l'autre. Et si l'autre, finalement, se contente d'essayer d'arranger les choses et d'éviter, en quelque sorte, les contrariétés, certaines personnes, d'ailleurs, s'adonnent à l'alcool ou en tout cas à la drogue, en tout cas se réfugient dans le sommeil, peu importe, ou d'autres, en effet, collaborent avec le conjoint dominateur et tyrannique. Voilà. Mais on voit bien donc tous ces hommes, toutes ces femmes qui se retrouvent des fois en train de recevoir même des coups dans le couple et qui finalement n'arrivent pas à sortir de cette situation-là. Et ils souffrent certes, mais ils restent avec la situation, avec le problème et ne traitent pas le problème. Donc vous voyez donc ce premier groupe, son problème c'est que les gens essaient donc de se débarrasser de la souffrance en collaborant avec la réalité, en quelque sorte en se soumettant à la réalité et en quelque sorte en faisant de l'évitement à tout prix. Alors, il y a un deuxième groupe qui est assez important aussi, c'est le groupe des personnes qui, face à un événement, face à quelque chose qui les contrarie, vont chercher à agir, et des fois d'ailleurs d'une manière violente, sur l'extérieur, sur finalement ce qui les dérange. Et là, tout est une question de rapport de force. Certaines personnes, en effet, face donc à, je dirais, des groupes puissants, ne vont pas avoir la même attitude. Généralement, ces personnes qui auront tendance à changer l'extérieur, évidemment, vont, dans ce cas-là, essayer de collaborer justement avec les dominants, de manière justement à ne pas souffrir. Mais en tout cas, il y a dans ce deuxième groupe l'idée de surtout ne pas changer en quelque sorte ses habitudes, ses comportements, et toujours faire en sorte que les autres puissent donc finalement subir leur attitude.
subir finalement leur mode de fonctionnement. Et ces personnes-là, donc, ont une attitude, on peut dire, quelque peu prédatrice. Hein. Alors, là encore, je suis en train de décrire une situation un peu extrême. C'est-à-dire que la personne qui garde ses convictions, garde ses habitudes, garde ses valeurs, et au lieu de composer avec ce qui les gêne à l'extérieur, eh bien, ils vont chercher à imposer finalement leurs valeurs, ils vont chercher à imposer donc leur mode de vie, hein, de manière à ne pas être gênés donc, par les autres. Donc, on voit bien là-dedans qu'il y a deux attitudes qui sont en opposition. Les uns cherchent à éviter, à faire l'autruche, à se mettre dans des bulles positives, de manière à ne pas avoir de conflit avec le reste, avec la réalité finalement, hein. Et puis d'autres qui, eux, vont chercher à tout prix à donc imposer donc leurs croyances, leur mode de vie, leur manière de faire sur les autres. Toujours pareil, c'est quand même dans l'idée de chercher à ne plus souffrir. Mais cette fois-ci, dans ce deuxième groupe, l'objectif, c'est de diminuer, voire supprimer la douleur, la souffrance, mais en changeant ce qui se passe à l'extérieur, en ayant une action sur l'extérieur, et une action dominatrice sur l'extérieur, de manière à ce que l'extérieur se plie à se plie finalement au mode de vie, aux croyances et aux intérêts des personnes qui agissent ainsi. On voit bien là-dedans qu'il y a une attitude complètement opposée et contraire, et qui, toutes ces deux groupes sont en effet dans des attitudes qui ne peuvent être que nuisibles. On voit bien d'ailleurs dans la société actuelle combien justement, je dirais, on se trouve avec ce genre de comportement. On a un groupe dominant qui cherche à imposer donc le mode de vie, les croyances, les peurs sur les autres, et d'autres qui passent leur temps donc à se protéger en se mettant dans des bulles et en ne disant rien ou en acceptant tout et n'importe quoi. Là-dedans, on peut dire que on est tout à fait à l'opposé de la conscience, on est à l'opposé donc d'une ouverture d'esprit, car face à, je dirais, une situation qui nous dérange, nous n'avons pas spécialement à chercher à supprimer la douleur, de quelque manière que ce soit. C'est-à-dire que ni en agressant ou en affrontant les autres, ou en détruisant les autres, ni en acceptant tout et n'importe quoi des autres, l'attitude la meilleure, c'est de se dire, bon, si je souffre, c'est parce qu'en effet, il y a quelque chose qui ne correspond pas à mes valeurs, qui ne correspond pas à mes habitudes de vie ou à mes croyances, et donc je vais analyser calmement et sereinement la situation. Je vais voir si peut-être certaines de mes croyances, de mes habitudes, sont toxiques. Parce que des fois, on a certaines habitudes, certains modes de vie, certaines croyances qui peuvent être à la limite dangereux pour les autres. Mais en tout cas, on se pose la question et on étudie, on se renseigne, on vérifie. Il y a tout un tas d'études faites par des spécialistes internationaux sur tout un tas de sujets, donc des scientifiques, et qui sont tout à fait valables. Alors bien sûr, pour arriver à cela, il est très important d'élever sa conscience. Et en élevant sa conscience, on est beaucoup plus conscient donc des mensonges que les autres peuvent nous faire. On se souvient des mensonges que certaines personnes nous font. On se souvient que certaines personnes de notre entourage, la famille, ou je dirais des voisins, ou peut-être de nos politiciens ou de nos gouvernants. On se souvient, on a la mémoire, on se souvient des mensonges, des manipulations, et donc, plutôt que faire une confiance aveugle à tel ou tel, on observe calmement et sereinement les choses. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, la méditation, je dirais la relaxation, sert donc à l'ouverture d'esprit.
et non pas pour se mettre dans des bulles, pas pour se protéger donc des autres, mais pour justement mieux comprendre les situations, mieux comprendre les autres, et donc trouver ensuite l'attitude juste, la manière de se comporter qui va faire que nous allons pouvoir donc voir la situation qui nous dérange évoluer. Et donc, bon, par exemple, s'il y a suffisamment de personnes, par exemple, qui s'élèvent contre un tel ou tel comportement qui est vraiment particulièrement irrespectueux, évidemment, la personne ou les personnes qui se comportent de manière irrespectueuse vont bien sûr pouvoir stopper leur attitude. Si tout le monde accepte, si une majorité d'individus acceptent certaines situations toxiques, il est évident que les gens qui agissent ainsi, les prédateurs, continueront à agir. Donc, je me souviens que Einstein disait « Le monde est difficile à vivre, non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire. » Il est évident que là, quand on regarde et qu'on laisse faire, on est dans le premier groupe. C'est-à-dire que, finalement, ça ne me concerne pas, oui, bon, mais moi je veux pas d'histoire, et puis finalement, moi je ne veux pas souffrir, je n'ai pas envie d'avoir de problème. Alors que pourtant, sans pour autant devenir violent, il y a des attitudes qui consistent à savoir dire non, gentiment, fermement, de ne pas accepter des choses qui sont, pour nous, irrespectueuses, qui puissent nuire à notre santé, qui puissent nuire même à notre entourage. Donc, toute attitude dominatrice, inquisitrice, devrait être proscrite. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous devrions nous interdire d'avoir une attitude prédatrice qui consiste à obliger les autres à ceci ou à cela, sous quelque prétexte que ce soit. Hein. Et bien sûr, dans la mesure où nous avons ces valeurs-là, ces valeurs donc de respect de soi, de respect des autres, nous ne pouvons pas l'accepter. Nous ne pourrons pas accepter que les autres se comportent d'une manière irrespectueuse. Donc, nous serons à ce moment-là en mesure, par rapport à notre système de valeurs, donc de dire non, calmement et gentiment, sans souffrir. Parce que nous souffrons pourquoi? Parce qu'en fait, notre système de valeurs, qui des fois pas très évolué, il faut le dire, se trouve en difficulté face à l'attitude de certaines personnes. Beaucoup de personnes ne se sont pas posé la question de savoir si finalement leur système de valeurs, leurs habitudes, leur manière de voir la vie est bienveillante ou pas bienveillante. Dans la mesure où même l'être humain manque d'éthique, manque de morale, je ne parle pas de la morale religieuse ou autre, ou morale bourgeoise, je parle de cette morale qui consiste donc à l'ouverture d'esprit. Pour moi, la conscience, c'est la morale suprême. C'est-à-dire que avoir une attitude dans la vie telle que si quelqu'un nous dit quelque chose qui nous déplaît, quelque chose pour laquelle on n'est pas d'accord, eh bien, on va étudier la chose, mais on ne va pas rejeter la chose. On va étudier la chose. Ce qu'il y a, je crois que quand on étudie ces deux grands groupes de fonctionnement, on s'aperçoit que là-dedans, on se trouve devant avant tout des attitudes fanatiques, des attitudes sectaires. Le problème, c'est que, je dirais, ce sectarisme, ce fanatisme, il existait avant la crise, donc bien avant cette année que nous venons de vivre. Donc, ce sectarisme, il consiste simplement à considérer que ce que l'on pense est la vérité, ou que ce que l'on pense avec notre groupe est la vérité, et les autres ont tort. Les autres sont des complotistes, les autres sont des fascistes, les autres sont des racistes, les autres sont des moins que rien, bon, enfin, sont des fous, voilà, tous les noms d'oiseaux que l'on peut-être aussi prononcer. Voilà, ça, je crois que, je dirais, notre système de valeurs nous devrions même enseigner ça à nos enfants depuis tout jeune, hein, depuis l'école maternelle, c'est l'ouverture d'esprit. C'est-à-dire de ne jamais rejeter quoi que ce soit que les autres... Ça ne veut pas dire que nous devons gober ce que les autres nous disent, ça ne veut pas dire que nous devons nous soumettre par rapport à ce que les autres nous disent. Ça veut dire simplement que
Quand quelqu'un nous dit quelque chose, ou quelqu'un fait quelque chose, on cherche à comprendre. Et à ce moment-là, on voit avec cette personne exactement la raison pour laquelle, et on cherche une solution, on cherche à trouver justement donc la vérité tout simplement. La vérité qui consiste à un respect mutuel. Voilà. Mais de toute manière, si les gens n'arrivent pas à se comprendre et ne trouvent pas de... C'est parce qu'ils ne cherchent même pas à se comprendre. Et puis surtout parce qu'ils cherchent avant tout à avoir raison. Le problème chez l'être humain, c'est que, et on le voit bien maintenant dans notre société, c'est que les gens cherchent à avoir raison, les gens avant tout cherchent à satisfaire leurs petits besoins, avant tout. Donc quelqu'un me disait là récemment... Oh, mais tu te rends compte, avec tout ça, on ne pourra pas aller en Espagne, là, s'il faut se faire vacciner, moi ça m'embête, je crois que je vais bien être obligé de me faire vacciner. Bon, je crois que, tout simplement pour quelques bouteilles je sais plus, de tel ou tel vin que l'on achète en Espagne. Si vraiment, je dirais, notre vie, notre qualité de vie dépend de quelques bouteilles, en tout cas quelques satisfactions personnelles, mais c'est grave. Et malheureusement, cette personne est vraiment, je dirais, encore à un niveau de respect d'elle bien supérieur à ce que dont je m'aperçois dans la vie et quand je regarde le monde. Hein, il y a réellement un manque de morale, un manque d'éthique au sens donc d'élévation de la conscience. L'élévation de la conscience, ça ne consiste pas à être guidé par des anges, par des guides ou autre chose. L'élévation de la conscience, ça consiste simplement à un mécanisme de respect de la vérité, un respect de la preuve. C'est-à-dire que on ne doit jamais rejeter quoi que ce soit sans l'avoir vérifié. Et même d'ailleurs, même si on s'aperçoit que c'est faux, on ne rejette pas malgré tout, parce qu'on peut très bien s'être trompé. Je crois qu'il y a Voltaire qui disait je ne suis pas d'accord avec vous, mais je serai prêt à mourir pour que vous puissiez vous exprimer et continuer à dire ce que vous dites. Voilà. Ça, c'est, je dirais, une qualité morale, une qualité de conscience qui manque, je dirais, à la quasi-totalité des Français en particulier, mais pas que des Français, et je dirais même des intellectuels, même je dirais des personnes qui pratiquent d'une manière très régulière le développement personnel. Donc je suis effaré de voir le silence incroyable donc de tous ces spécialistes en développement personnel qui ne disent rien, à part quelques-uns. À part quelques-uns, heureusement, mais ils sont rares, mais qui malgré tout, courageusement, osent dire, d'une manière non violente, de dire exactement des choses qui sont inacceptables et qui, en quelque sorte, souffrent peut-être, mais en tout cas, sont dans la réalité. Parce que souffrent tout relativement, parce que quand on est dans l'action pacifiste, non violente, quand ton attitude consiste justement à régler, à voir un peu ce que l'on a à faire avec d'autres pour justement faire en sorte qu'il y ait un respect de nos libertés, un respect de soi, un respect des autres, et que l'on trouve des solutions respectueuses, on souffre beaucoup moins que lorsque on est confronté directement à rejeter les choses ou que l'on subit. Voilà. Donc, je crois que là, on voit à travers donc ce genre d'attitude finalement l'essentiel. L'essentiel, c'est l'élévation de la conscience. L'essentiel, c'est cultiver ce travail sur soi qui consiste à avoir cette attitude d'esprit, qui manque malheureusement à beaucoup d'êtres humains en ce moment. Beaucoup. Il y a un sectarisme incroyable. Pourtant, on a fait, il y a une vingtaine d'années, je crois à peu près, la chasse aux sectes,
on cherchait toutes les sectes pour essayer de, de se donner bonne conscience quelque part. Hein. Mais en attendant, ces mêmes personnes qui agissaient finalement d'une manière très inquisitrice, qu'on regarde de plus près, puisque finalement c'était une chasse aux sorcières qui ne visait pas uniquement que les sectes, qui visait aussi des groupes inoffensifs qui ne faisaient de mal à personne. Donc on voit là-dedans déjà à l'époque cette tendance au sectarisme, parce que à l'époque, dans les années 95-98, la seule chose que nous avions à faire, c'était tout simplement d'appliquer des lois. C'est-à-dire que si au sein d'une secte, au sein d'un groupe, au sein d'une secte, peu importe, il y a des comportements qui sont irrespectueux vis-à-vis de la personne humaine, eh bien la police et la justice doivent faire, il y a des lois pour ça. À l'époque, on voulait faire des lois spécifiques aux sectes, vous vous rendez compte? C'était vicieux. Heureusement, finalement, ils ne l'ont pas fait, mais, d'après mes souvenirs. Mais on voit bien, finalement, que 20-25 ans plus tard, on se retrouve avec une grande secte mondiale. Une grande secte mondiale. On se rend compte que finalement, que le sectarisme est devenu quelque chose, cette manière de se comporter qui consiste à diaboliser les autres, à diaboliser ceux qui ne sont pas comme nous, ceux qui ne pensent pas comme nous. On le voit bien, même d'ailleurs aussi bien en France qu'aux États-Unis ou partout, on voit bien finalement cette diabolisation, cette manière quasi haineuse, violente, donc on ne tue pas, mais on enferme les gens, on les fait taire, on censure les gens. Voilà. C'est typiquement, je dirais, le fanatisme, le sectarisme, ce que je déplore depuis de nombreuses années, car cette manière, ce qui nous arrive maintenant, en quelque sorte, n'est que la conséquence de se laisser faire. Nous avons laissé la corruption, nous avons laissé, je dirais, se développer, je dirais, le mensonge, se développer finalement la non-recherche de la vérité. Nous avons laissé finalement, aussi bien dans notre espace familial, de notre espace professionnel, le mensonge, la corruption se développer. On s'étonne maintenant que les plus riches de ce monde sont arrivés, en tout cas un certain nombre, sont arrivés à une telle corruption qu'ils ont réussi à prendre, je dirais, le monde entier en main, donc grâce à la puissance de l'argent. La corruption à un très haut niveau, ce sont des sommes phénoménales, une puissance colossale, bien supérieure à la puissance de chaque État. Je dirais que les multimilliardaires actuels sont bien plus riches que la France. La France qui pourtant dispose d'une armée, qui dispose quand même donc de moyens, et bien si riche, dispose de encore plus de puissance que la France. Donc, pour nous résumer, je crois que nous devons avant tout développer la conscience, développer l'ouverture d'esprit, le respect de soi, le respect des autres, la tolérance. La tolérance, c'est-à-dire ne pas agresser les autres, ne pas, je dirais, les empêcher de vivre sous prétexte qu'ils n'ont pas les mêmes idées que nous. Voilà. Donc, pacifiquement, je crois qu'il est important, donc, dans la paix, dans l'amour, mais d'une manière ferme, de savoir dire non et de ne pas accepter ce qui est vraiment inacceptable. Inacceptable. Le problème, c'est que l'être humain arrive à se convaincre que la plupart des choses qui se passent en ce moment sont acceptables. Et je dirais même mieux, bénéfiques. On est, certains disent, on marche sur la tête. Oui, c'est une façon de voir les choses, oui. Mais bon, en tout cas, je vous souhaite à tous et à toutes vraiment plein de bonnes choses. Prenez bien soin de vous et développez votre conscience. Et soyez avant tout dans la paix et dans l'amour. Mais sachez dire non. Ne vous laissez pas faire. À bientôt. Bonne continuation pour vous. Pleine de belles pensées pour vous. Au revoir.